Le 3 juillet 1940, l'Angleterre attaque la France à Mers el-Kébir. Plus de 1000 marins français périssent. L'anglophobie atteint alors son paroxysme en France et renforce dangereusement le discours de la collaboration. Après nous avoir trahis et abandonnés à Dunkerque, les Anglais tuent maintenant des Français. L'Alliance est bien loin derrière nous. Alors pourquoi les Anglais ont fait une chose pareille ? Eh bien nous allons le voir dans cette nouvelle vidéo pour deux très bonnes raisons. Le 22 juin 1940, la bataille de France est perdue. L'Allemagne et Pétain ont gagné. L'armistice, signé dans le célèbre wagon de Rotonde, acte du découpage du territoire en zones occupées et zones libres, mais pas seulement. L'article 8 de l'armistice prévoit ce qui doit advenir de la flotte française. La flotte de guerre française, à l'exception de la partie qui est laissée à la disposition du gouvernement français pour la sauvegarde des intérêts français dans son empire colonial, sera rassemblée dans des ports à déterminer et devra être démobilisée et désarmée sous le contrôle de l'Allemagne ou respectivement de l'Italie. Le gouvernement allemand déclare solennellement au gouvernement français qu'il n'a pas l'intention d'utiliser pendant la guerre, à ses propres fins, la flotte de guerre française stationnée dans les ports sous contrôle allemand. Mais depuis les accords de Munich, on sait que la parole de l'Allemagne, quand bien même elle est accompagnée de signatures et de documents officiels, ne vaut absolument rien. Surtout, Churchill estime qu'il n'a plus d'obligation envers la France. Pétain n'a en effet pas respecté les engagements alliés du 25 mars 1940, qui interdisaient aux deux nations de signer séparément un armistice, justement pour éviter ce type de situation. Malgré ces belles paroles rassurantes, l'Angleterre n'est pas dupe et pense que l'Allemagne peut à tout moment violer ces accords, peut-être pas tout de suite, mais au cours de la guerre quand elle en aura besoin. L'Angleterre a la supériorité navale et elle compte bien la garder. Elle ne peut pas se permettre de laisser l'Allemagne monter en puissance en s'emparant de la flotte française, alors qu'à cette période, l'URSS n'est pas encore en guerre et l'Angleterre est la seule à résister. C'est donc une question de survie nationale. L'amirauté britannique prépare le plan Catapulte qui a pour but la saisie, la mise hors de combat ou la destruction de la flotte française. Le 3 juillet 1940, l'intégralité des bâtiments français mouillant dans les eaux anglaises sont saisis. Certaines opérations se déroulent pacifiquement. En Méditerranée orientale par exemple, une escadre de la Marine nationale française conclut un accord avec les Britanniques pour désarmer les bâtiments et les stationner à Alexandrie. En Atlantique, certains navires de guerre ayant mis le cap sur les Antilles sont rattrapés et immobilisés dans ces îles par un blocus des marines anglaises et américaines. Mais le drame va se dérouler à Mers el-Kébir. Mers el-Kébir est une ville portuaire d'Algérie à côté d'Oran. Il y a là un port hydravion, 2 cuirassés, 2 croiseurs de bataille et 6 contre-torpilleurs. Ce n'est pas la totalité, mais c'est quand même une bonne partie de la marine française. L'amiral James Somerville, à la tête de l'escadre britannique, adresse un ultimatum au vice-amiral français Marcel Janzoul. Celui-ci contient 3 propositions. 1. La flotte française rejoint la flotte britannique dans son combat contre l'Axe. 2. La flotte française rejoint les ports britanniques, américains ou les Antilles afin d'être désarmée. Ou 3. La flotte se saborde. L'amiral Janzoul est sous le choc. C'est un anglophile marié à une anglaise. Mais rejoindre l'Angleterre avec sa flotte, il le sait, serait rompre l'armistice et entrer directement dans la résistance. Il n'est pas prêt, une telle responsabilité l'effraie. Il est en faveur du sabordage pour couper la poire en deux en quelque sorte. La flotte française serait inutilisable ni par les Anglais ni par les Allemands. Mais il préfère attendre et s'en remettre aux directives de Vichy. À Vichy, l'anglophobie atteint des sommets. Laval, président du Conseil, et Darlan, chef de la marine française, deux des pires collaborationnistes, pèsent de tout leur poids et leurs instructions sont claires. Il ne faut rien céder aux traîtres anglais qui nous ont abandonnés à Dunkerque. À 16h05, ordre est donné par Vichy au nom de Darlan à toute force navale française de rallier Janzoul en tenue de combat et de répondre à la force par la force. Les escadres françaises de Toulon et d'Alger se mettent en route vers Mers el-Kébir. Mais l'escadre britannique intercepte ce message. Les Anglais lancent alors l'attaque. Les Anglais minent la sortie du port et coincent les Français comme des rats. Ils ouvrent le feu et font exploser et couler le cuirassé Bretagne qui emporte avec lui 997 marins. Une partie des bâtiments français tourne en effet le dos au large et ne parvient pas à manœuvrer un demi-tour pour tenter de s'extirper. Malgré tout, le croiseur de bataille Strasbourg, suivi de 5 contre-torpilleurs, parvient à s'échapper et à rallier Toulon. Au total, 1295 marins français perdent la vie. L'indignation est totale après cette attaque. Le Matin titre « La flotte anglaise attaque la flotte française à Oran ». Le Temps titre « La trahison de leurs anciens frères d'armes ».
La propagande de Vichy saute sur l'occasion et s'en donne à cœur joie en faisant circuler des caricatures de Churchill riant au-dessus d'un tas de flammes. Il y a même des pressions internes à Vichy, venant de Laval et de Darlan, pour déclarer la guerre à l'Angleterre. Mers el-Kébir laissera des traces douloureuses, mais finalement, cette attaque a probablement aidé à creuser le fossé entre les résistants et les pro-Vichy. De Gaulle soutient en effet les Anglais en disant qu'il préfère voir ses chers navires échouer plutôt que montés par des Allemands.